Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler des derniers développements politiques en Europe. Et j'ai choisi un exemple pour commencer assez symptomatique de ce qui se passe en France. Je veux faire mention ici du spectacle qu'a offert le président français Emmanuel Macron à l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin. Puisqu'il a ouvert l'Élysée, et plus spécialement, j'allais dire le perron de l'Élysée, à des musiciens d'un genre particulier. C'était une première, je crois qu'on peut le dire. Je vous invite à regarder les images avant qu'on les commente. Alors, très clairement, vous avez saisi que vous aviez là, je crois, résumé tout le problème que rencontre la société française, la France, mais aussi, je crois, l'Europe de l'Ouest à ce stade, qui est un déclin général sur tous les indicateurs qui peuvent être utilisés pour mesurer ce même déclin, économique, politique, etc., mais aussi, je crois, symbolique et moral. Alors, des danseurs africains, visiblement homosexuels, revendiqués d'ailleurs. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'appellent pas homosexuels, puisque sur les t-shirts du DJ en question, ils se qualifient eux-mêmes de PD. Hein. Voilà, c'est le terme qu'ils emploient pour se qualifier eux-mêmes. Et vous les voyez se déhancher, se rouler par terre, se trémousser. Donc sur le perron de l'Élysée, qui est pas n'importe quel lieu, puisque c'est quand même le lieu de la présidence de la République depuis maintenant plus d'un siècle. Vous avez eu finalement tous les chefs d'État d'importance qui sont venus sur ce perron et qui continuent de venir sur ce perron. C'est là où il rencontre le chef de l'État français, France qui est, je le rappelle, une puissance nucléaire encore à ce stade. Et donc c'est dans ce même lieu que vous avez donc des danseurs homosexuels qui se roulent par terre, qui se désarticulent, qui vocifèrent, voilà, pour finalement véhiculer un message festif, hein, comme vous l'avez compris, la fête tout le temps, la fête toujours, la fête systématique. C'est assez symptomatique de ce relativisme ambiant. Alors je crois qu'il y a une photo qui a... Moi, ça nous tire un sourire, si vous voulez. Ça nous tire un sourire, mais en même temps, il y a un côté tragique. En fait, c'est tragicomique, en fait. C'est Emmanuel Macron qui a convié, en fait, les participants à prendre des photos. Il a fait la pause pour se mettre en scène au milieu de ces saltimbanques, voilà, voulant véhiculer l'image de quelqu'un de sympathique, de cool, qui, comment dirais-je, finalement, oui, par un côté bonhomme, transforme l'Élysée, le palais de l'Élysée, donc le palais de l'exécutif français, la résidence du chef de l'État français, en boîte de nuit, hein, boîte de nuit homosexuelle en l'occurrence. Bon, alors ces photos ont circulé, je vous invite à les regarder. Alors il ne s'agit pas d'un photomontage, hein, c'est paru dans Closer, donc la presse People, hein, d'accord, la presse People comme on dit. Alors, bon, il y a quand même, bon, évidemment, on peut le prendre avec une touche de légèreté, une touche légèrement amusée, mais en réalité, c'est profondément scandaleux, bien sûr. Cela abaisse la fonction présidentielle, fonction présidentielle, ou même plus généralement l'image du chef de l'État français, indépendamment de la forme du régime. Hein. C'est vraiment le chef de l'État français qui, de son propre chef, comment dirais-je, accepte de se ridiculiser, croyant faire plaisir à un certain public, ce qui est probablement vrai, mais par là même souillant en réalité l'honneur non seulement de sa fonction, mais du pays qu'il est censé représenter. Et
à commencer par les citoyens français eux-mêmes. Hein. C'est bien ça dont il s'agit. Alors pour simplement mesurer en fait l'écart entre cette situation et ce qui se passe dans d'autres États, dans d'autres pays, ben, je vais donner des images, par exemple, d'un chef de l'État qui, je crois, de par son talent en tant que chef de guerre, diplomate, fait plutôt honneur à son pays. Je crois qu'on peut citer Vladimir Poutine. Je ne crois pas que Vladimir Poutine soit contesté au plan international à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a su restaurer l'honneur de son pays, l'honneur de son peuple. Bah voilà ce que ça donne. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Bon, vous avez remarqué que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même ambiance. Voilà quelqu'un pour qui la fonction présidentielle n'est pas, si vous voulez, le moyen de s'amuser, le moyen de s'affranchir en fait des règles, mais au contraire de s'imposer le respect des règles, qui sont des règles en fait très élémentaires, hein, des règles des règles morales, des règles aussi formelles, qui font que votre travail consiste à honorer en permanence votre peuple. D'accord ? Donc deux conceptions radicalement différentes de ce qu'est la présidence d'un État nucléaire, en l'occurrence, mais je n'ai même pas besoin de citer uniquement Vladimir Poutine. Prenez par exemple quelqu'un comme le président turc, le président Erdogan. Hein, la Turquie est un État musulman. Comment dirais-je, Erdogan est un islamiste. C'est un islamiste. Et c'est quelqu'un qui a quand même la conception de la grandeur de la Turquie. D'accord ? Donc là aussi, quelqu'un qui comprend la fonction présidentielle, quelqu'un qui sait ce que c'est d'être un chef de l'État et qui fait, de son point de vue, turc et militant musulman, ce qu'il peut pour assurer la grandeur de la Turquie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récemment créé un nouveau palais présidentiel qui est censé mettre en scène la grandeur et la puissance de la Turquie du XXIe siècle. Et vous imaginez très mal le président Erdogan se mettre en scène au pied de son nouveau palais avec des travestis ou des transsexuels brésiliens dansant, gigotant, avec toute la presse qui est conviée, quoi. On n'imagine pas un instant. Bon, là, vous avez le cas d'un chef de l'État qui a aussi une très haute conscience de sa fonction, et je le dis d'autant plus aisément que moi-même ne suis pas spécialement un admirateur des régimes autoritaires islamiques, mais de fait, nous avons là un chef de l'État qui sait ce qu'est que d'incarner cette fonction. Alors, je pourrais citer quelqu'un qui est très décrié dans la presse française, qui est bien évidemment Donald Trump. Alors, Donald Trump, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la considération pour lui, vous pouvez même en total désaccord avec tout ce qu'il fait, mais enfin, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas vu Donald Trump transformer la Maison-Blanche en espèce de lieu de music hall, avec, là encore, des chanteurs travestis, gigotants, sur le pas de la porte de la Maison-Blanche. C'est complètement impensable, si vous voulez.
Pourquoi? Mais c'est très simple, je l'ai dit d'ailleurs, vous avez là tous les chefs d'État de la planète qui viennent. D'accord? C'est, si vous voulez, la porte d'entrée des États-Unis pour les autres nations. Des nations qui ont d'ailleurs des cultures très différentes. Des nations asiatiques, des nations musulmanes, des nations africaines, des nations occidentales, ou la Russie par exemple. Donc c'est un lieu qui doit quand même garder une certaine solennité, qui ne doit pas être, si vous voulez, marqué culturellement dans un sens ou dans un autre, si ce n'est peut-être architecturalement, bien sûr, d'être dans le style culturel du pays. Donc voilà, les gens doivent venir là, les chefs de l'État doivent venir là, en n'ayant pas l'impression, si vous voulez, d'être comment dirais-je, un acteur parmi d'autres ou un danseur parmi d'autres, hein, en conservant, en préservant la solennité de la principale résidence du chef de l'État d'un pays, eh bien, on crée une atmosphère, si vous voulez, de travail et aussi qui permet de véhiculer une image vis-à-vis des pays étrangers qui est une image d'ordre, de respect, hein, qui inspire en retour le respect et la considération. Quand vous faites ce que fait Emmanuel Macron, vous dévalorisez profondément, bien sûr, les lieux, vous dévaluez votre fonction, non seulement dans le regard de votre propre peuple, c'est très difficile, après ce genre de performance, d'appeler la population à vous respecter et à vous prendre avec sérieux et gravité, quand vous-même vous caricaturez comme une espèce de demi-gigolo. On est bien d'accord. Bon. Mais à l'extérieur aussi. C'est-à-dire que ces images ne sont pas seulement perçues à l'intérieur, elles sont perçues aussi à l'extérieur. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Donc, c'est un acte vraiment désastreux, et qui peut vraiment être mesuré simplement en comparant avec d'autres chefs de l'État, et tous les chefs de l'État qui, comme je l'ai dit, ont à cœur de véhiculer une image honorable de leur nation, de leur peuple, évitent à tout prix les frasques. À tout prix. Bon. Pas Emmanuel Macron qui, dans les lieux mêmes où a exercé le général de Gaulle, alors chacun pourra penser ce qu'il veut du bilan du général de Gaulle au plan politique, enfin voilà quelqu'un, le général de Gaulle, qui avait conscience de sa fonction. Bon, regardez les lieux, regardez les photos qui sont à disposition du général de Gaulle alors qu'il exerce le pouvoir, je vous en donne quelques-unes. Bon, imaginez le général de Gaulle ayant habité ces lieux qui sont aujourd'hui transformés, comme je l'ai dit, en boîte de nuit homosexuelle, avec des danseurs africains qui gigotent. Bon, voilà, donc on peut mesurer, si vous voulez, à la fois à notre époque et dans la longue durée de l'histoire française, le profond déclin, si vous voulez, culturel et moral, au plus haut niveau des élites françaises, puisque là on parle du chef de l'État. Donc je voulais commencer là-dessus, un profond déclin. J'ai dit aussi qu'il y avait une dévaluation de la parole présidentielle par voie de conséquence, parce que il est très difficile pour quelqu'un qui voit ces images, là encore, images consenties par Emmanuel Macron, mise en scène par lui, pas du tout quelque chose de volé ou réalisé sur un malentendu, hein. C'est quelque chose de conscient, de pensé, de mise en scène. C'est très difficile d'accorder du crédit à quelqu'un qui ensuite va aller par exemple aux Invalides, ou précédemment était aux Invalides, pour prononcer l'oraison funèbre du colonel Beltrame. Ce qui suppose d'avoir une capacité d'incarnation, une capacité à la solennité, dans des lieux, là encore, qui sont marqués par l'histoire, pour essayer d'inspirer un peu la population française, n'est-ce pas? Eh bien non. C'est-à-dire que les faits tombent à plat. Parce que vous allez vous poser mécaniquement la question, automatiquement la question, quel est le degré de sérieux du personnage? Est-ce que quand il fait un discours au pied du cercueil par exemple d'un gendarme comme le colonel Beltrame qui a été assassiné par des islamistes, est-ce qu'il prend vraiment la mesure des événements? Est-ce qu'il sent la gravité de la fonction? Est-ce qu'il va être à la hauteur? Ou est-ce que non, c'est un simple exercice de communication? Est-ce que il peut prononcer une oraison funèbre, ensuite aller dans un bistrot, faire semblant d'avoir un bon contact avec la foule, avant de retourner à l'Élysée, faire une sauterie avec des danseurs homosexuels africains? Je crois que, si vous voulez, il y a une hypothèque, à mon avis. Il y a une hypothèque qui est posée. Et alors, je ne vais pas m'écarter sur la question du discours qu'il avait tenu au pied de la dépouille du colonel Beltrame, mais ça fait le lien avec ce que je viens de dire.
parce qu'en fait, il avait condamné l'islamisme. Il avait dit qu'il y avait un islamisme qui s'infiltrait dans la société française, qu'il fallait combattre. Et en fait, on se rend compte que tout est faux, puisqu'à l'Élysée, donc dans les mêmes lieux dont je parle aujourd'hui, il avait convoqué Bellatar, qui est cet humoriste proche des frères musulmans, proche des islamistes, dont il se sert, si vous voulez, comme espèce de porte-étendard dans les banlieues musulmanes de France, pour véhiculer une image sympathique, si vous voulez, et essayer de récolter l'électorat musulman, en quelque sorte. Donc on voit là aussi la duplicité. Donc c'est ce que je veux dire, en fait. C'est-à-dire que les postures de Macron sont tellement décousues et tellement outrancières que personne ne peut accorder de crédit à cet homme-là, quoi. Sur la base de ses déclarations et la base de la façon dont il met en scène ses déclarations. Pour moi, on ne peut absolument accorder aucun crédit à cet homme-là. Ça me paraît évident. Alors, je voulais passer rapidement sur un autre point, c'est que dans l'histoire française, on a déjà vu ça. On a déjà vu, comment dirais-je, des régimes sombrer de cette même façon. Alors, l'ancien régime, la monarchie, et plus que la monarchie, l'aristocratie française, qui, au XVIIIe siècle, finalement, avait sombré dans l'oisiveté, était assise sur ses privilèges, dépensait des sommes folles en stupidité de toute nature, notamment à la cour, et, si vous voulez, le peuple n'en manquait pas une miette. Donc le peuple qui était parfois touché par des famines, de plus en plus écrasé d'impôts, de plus en plus face à des situations d'injustice sociale criantes, devait par ailleurs voir les scandales petits ou grands se succéder, et pendant qu'on avait une espèce d'élite comme ça en lévitation, se croyant absolument hors d'atteinte, et qui, avec morgue, se roulait comme ça dans le luxe. Et finalement, un monarque, Louis XVI, qui non pas qui était mal intentionné, mais qui ne réalisait pas la gravité de la situation, et surtout la gravité des agissements de cette aristocratie, dont il était en partie l'otage. Et finalement, refusant de trancher dans le vif, refusant de faire des réformes drastiques pour se débarrasser, si vous voulez, de cette aristocratie inutile, en essayant de se concilier certaines figures qui en provenaient, eh bien, il s'est enfoncé et surgit, alors non pas 1789, en fait, qui était un règlement de compte interne à l'aristocratie, mais 1793. C'est-à-dire là, c'est quand vraiment les masses populaires, ou des agitateurs issus de masses populaires, ont commencé à vraiment vouloir en finir avec le système en son intégralité, que ce soit les réformistes issus de l'aristocratie, donc partisans d'une monarchie libérale, ou les purs et durs de l'ancien régime de droit divin. Là, il y a eu, un vent révolutionnaire qui a soufflé, et les têtes ont commencé à rouler. Mais on ne peut pas tellement s'étonner. Quand on voit aujourd'hui cette élite complètement dégénérée se rouler dans la fange, et puis aux yeux du peuple, quoi, je veux dire. Il se cache pas, quoi. C'est mis en scène, et vous êtes sommé d'aimer ça. Hein. Vous êtes, par exemple, la performance d'hier, vous êtes sommé de l'aimer. Mais le peuple n'était pas présent hier. C'était pas un public d'ouvriers qui était présent dans la foule. C'était pas des chômeurs. C'était uniquement des bourgeois décadents, des membres du premier cercle du chef de l'État ou comment dirais-je, ou de ses obligés, etc. C'était ça la faune qui était présente hier à l'Élysée. Donc, mais ces gens somment au peuple de trouver ça esthétique et de bon goût, alors que c'est du plus mauvais goût et que ça témoigne surtout de l'état de délabrement moral de cette clique au pouvoir. Donc, on a vu ça aussi à Rome. Je vais citer Saint Jérôme. Saint Jérôme disait quand Rome est tombée, les Romains riaient encore, hein, à cause des jeux, etc. C'est-à-dire que le luxe et l'oisiveté, l'affluence, suscite une espèce d'indifférence progressivement. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué au luxe et à l'oisiveté, finalement, il n'y a plus rien qui vous divertit et vous devenez méprisant et détestable. Mais vous ne regardez pas les changements qui sont en cours.
profondément dans la population, qui elle reste dans la précarité. Et en fait, quand les catastrophes surgissent, alors à Rome, c'était à la fois les invasions barbares, les coups d'État, ou les intrigues de palais à répétition, finalement, les habitants de Rome, progressivement, ne se rendaient pas compte, en fait, de l'état de déliquescence dans lequel ils se trouvaient. Et quand les barbares ont finalement saqué Rome, au début du 5e siècle, c'est là qu'ils ont commencé à réaliser que quelque chose se passait mal, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez Macron, qui affiche sa bonhomie, son relativisme assumé, hein, le fait que, finalement, tout vaut tout, hein. Donc, comme je l'ai dit, là, le spectacle de l'Élysée, de la fête de la musique, vaut une cérémonie aux Invalides, hein, pour un président de la République comme lui, oui, c'est pareil. Du coup, on ne mesure plus. Ces gens ne mesurent plus la gravité des choses, ne mesurent plus ce qui se passe historiquement dans leur propre pays, hein. D'ailleurs, ça les intéresse assez peu. Et vous les voyez tous être rattrapés en ce moment, tous ces gens qui sont à l'image de cette élite des très grands centres urbains, des métropoles occidentales, qui sont en fait gavées d'argent, extrêmement arrogantes et prétentieuses, qui finalement se moquent du peuple ouvertement. Ces gens ne se rendent pas compte que l'histoire continue d'avancer et que leur statut est tout sauf garanti. Et on le mesure en fait avec cette invasion migratoire qui est en train de se dérouler en Europe, et vous pouvez regarder ceux qui ont les pieds sur terre, ceux qui sont en phase avec leur peuple, je parle des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, des hommes politiques en général, ceux qui ont le sens de l'histoire, ceux qui se sentent responsables, et en fait les bouffons oisifs. Et là, récemment, vous avez eu des déclarations et des décisions qui ont été prises par quelqu'un comme Viktor Orban, donc le chef de l'État, le chef du gouvernement hongrois, qui vient de faire passer dans sa constitution, après avoir été réélu triomphalement, à 70% des votes. C'est inédit dans l'histoire moderne de l'Occident. Vous ne trouvez aucun chef de l'État ou gouvernement élu à 70% des votes populaires au premier tour, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne parle pas de second tour comme en 2002 avec Chirac, hein. Je parle vraiment sur l'adhésion au premier tour. Vous n'avez jamais vu ça. Orban, pourquoi l'a-t-il eu? Parce qu'il s'intéresse à son peuple, il écoute les soucis de son peuple, et mieux, il les ressent. Et il a bien senti que cette catastrophe migratoire, cette islamisation de l'Europe, notamment de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire le paysage de la France d'Emmanuel Macron, succédant à la France de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, est en fait annonciatrice du cataclysme. Il prend des mesures, et notamment l'interdiction dans la Constitution de changer le peuple hongrois par immigration de masse. D'ailleurs, c'est une interdiction du remplacement de population. Il l'a fait inscrire dans la Constitution, c'est tout à fait officiel. Et il a fait une déclaration ces derniers jours, en disant, là encore, ayant un sens historique très précis, il dit « Nous, en Hongrie, quand on parle d'islam, nous savons de quoi nous parlons. » D'abord parce qu'historiquement, la Hongrie a fait face à l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles. Et ensuite, il a bien expliqué, il a dit « Quand vous, en Occident, et quand vous, en Allemagne, par exemple, vous dites que l'islam fait partie de l'Allemagne, comprenez bien que dans le monde musulman et en islam, cela signifie que c'est l'Allemagne qui fait partie de l'islam. » Voilà. Jó tudni az iszlám válaszát. Mi magyarok ismerjük. Ha például az iszlám Németország része, az muszlimul azt jelenti, hogy Németország az iszlám része. C'est-à-dire que vous dites une chose, mais la réalité est différente. Et en fait, c'est l'exact opposé. Donc il dit bien qu'il y a un phénomène de soumission progressive. Quand il dit ça, il se contente simplement de regarder l'histoire. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire, c'est quelqu'un qui est un responsable, au meilleur sens du terme, politique, qui ressent ce que ressent le peuple, et qui agit pour défendre son peuple. Il est bien évidemment moqué par les mêmes élites dégénérées d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les dégénérés de la presse occidentale parisienne, bruxelloise, londonienne. Vous voyez, ils rigolent comme ça, avec un rire cynique, amusé, moqueur, un petit peu comme on rigole du paysan, vous voyez, un peu comme ces aristocrates sous l'Ancien Régime qui se moquaient des paysans qui payaient leurs taxes. Sauf qu'ils oublient que de temps en temps, ces paysans s'énervent et coupent des têtes. Hein, c'est ça qu'ils oublient. Alors là, j'ai trouvé dans le cas d'Orban quelque chose de tout à fait exemplaire. Et en fait,
en fait, je crois que entre ces chefs de l'État dégénérés occidentaux, qui sont profondément narcissiques, ils sont ivres d'eux-mêmes, vous avez qu'à regarder, c'est eux qui se mettent en scène en train d'être cyniques et indifférents à tout. Vous comprenez? À la différence de Poutine, qui n'est pas dans un exercice de narcissisme total, je veux dire, il peut y avoir des marques de narcissisme ici ou là, mais qui met d'abord en avant l'honneur de la Russie, la puissance de la Russie. C'est ça qu'il essaye de véhiculer, par exemple. Dans une certaine mesure, Donald Trump fait un peu la même chose aux États-Unis. Il essaye de mettre en avant la puissance américaine, quelque chose qui, si vous voulez, renforce les Américains dans leur détermination en tant que nation. Les mises en scène auxquelles nous assistons en Europe et en France notamment sont radicalement différentes. Ce sont des gens qui s'amusent et se moquent de leur propre peuple, tout en se croyant plus malins que le peuple, et ils aiment en fait provoquer. Et ils mettent en scène ces provocations. Donc c'est une mise en scène radicalement différente. Qui montre que ces gens ne comprennent pas l'histoire. Ils ne comprennent pas l'histoire. Ils ne savent pas où ils se situent dans l'histoire, ils ne connaissent pas leur rôle ni leur fonction. Et ça donne ça. Ça donne ces spectacles absolument délirants, quasi apocalyptiques, auxquels on assiste actuellement. Alors moi je pense, si vous voulez, que finalement, on est à la fin d'un cycle. C'est clairement, ce régime républicain, comment dirais-je, bourgeois, complètement décati, avec des élites qui sont gavées de blé, qui crachent à la gueule du peuple en permanence. Vous avez Macron qui a parlé de la lèpre populiste, donc faisant référence explicitement à Orban. Mais excusez-moi, ce sont des gens qui parlent de République matin, midi et soir, comme si d'ailleurs la République représentait le peuple français. Alors si on part du principe que Emmanuel Macron et les gens autour de lui et tous ses députés, plus les factions de droite ou de gauche, représentent le régime républicain, de facto on est obligé de trancher et de dire non, la République ne représente pas le peuple. Et si on s'intéresse à ce qui se passe en Hongrie, avec, comme je l'ai dit, 70% des votes il y a quelques semaines pour Orban, lui représente son peuple. Mais vous avez quand même des gens comme Macron, mais avec la même arrogance, le même goût affiché du mépris, à la fois pour les dirigeants étrangers, les peuples étrangers, et pour son propre peuple, comme je l'ai dit, de dire que c'est une lèpre. C'est une lèpre populiste, vous savez, le dédain de ces aristocrates d'antan, voilà, c'est de la lèpre, voilà. C'est des gueux, ils sont stupides, ils sont idiots, ce sont nous les vrais maîtres. Et nous savons, nous, où nous allons. Bon, moi je serais curieux de connaître aujourd'hui dans les urnes ce que ferait Emmanuel Macron, en sachant qu'au premier tour des élections présidentielles, il n'a pas fait 70%, mais 23%. Et je ne parle même pas de ceux qui se sont abstenus. Donc, c'est-à-dire que plus ces gens sont déconnectés de la réalité de leur propre peuple, plus ils sont arrogants. Absolument frappant. Donc c'est vraiment la fin, en fait, de ce cirque républicain, et j'ai même envie de dire de ce cirque démocratique, tel qu'on nous le présente, c'est-à-dire truqué de A à Z. Et je crois que nous allons vers un besoin d'ordre, un besoin de chefs forts, mais pas de chefs forts pour eux-mêmes, des chefs forts qui accomplissent ce qu'attendent d'eux leur peuple. Et je crois que vraiment ce régime démocratique dit républicain ne va plus durer très longtemps. Les gens maintenant attendent un chef fort qui va remettre de l'ordre là-dedans, qui va faire tomber des têtes. Bref, ça va être le grand ménage, quoi. Si c'est pas le grand ménage très bientôt, le pourrissement va continuer et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que vous aurez des manifestations de dégénérescence de plus en plus caricaturales chaque jour, avec pour le peuple un sentiment de malaise de plus en plus profond, puisque à chaque fois que ces élites utilisent les instruments du pouvoir ou leurs fonctions pour insulter le peuple et pour signifier au peuple que ce sont eux qui sont les puissants et les dominants, le peuple va en concevoir au fur et à mesure des mois, voire des années, un ressentiment encore plus profond qu'aujourd'hui, en disant en dernière instance, si vous êtes là, c'est bien parce qu'on le veut. Voilà. Ce que ces gens ont totalement perdu de vue. Donc maintenant, je vais conclure là-dessus. Vous pouvez maintenant méditer sur les appels récurrents à la loyauté de la part de tous ces gens, de tous ces préfets, de tous ces magistrats, de tous ces politiciens, de tous ces ministres,
et du président de la République, quel que soit son nom, quand vous avez ce spectacle en face de vous. C'est-à-dire que ce sont des gens, hein, que ce soit des généraux, que ce soit des préfets, qui sont au garde à vous, devant un guignol qui s'affiche avec des sortis d'on ne sait où. D'accord. Donc je suis désolé, on respecte que ce qui est respectable, et ni Macron ni sa clique ne sont respectables, ni comme avant lui Hollande, ni en fait comme tout ce système politique. C'est devenu sinistre. Hein. Alors je ne sais pas s'il existe encore des gens qui ont conscience de leur tâche, mais pour moi, ceux qui dans les grands corps de l'État français respectent encore cette bande et ce régime, et acceptent de s'y subordonner, moralement sont compromis. Moralement sont compromis. Voilà. Donc, vivement le changement, le vrai, oserais-je dire vivement la révolution? Oui, je crois, vivement la révolution. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à aimer cette vidéo en cliquant sur j'aime sous cette vidéo, juste en dessous là. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en vous rendant sur mon site internet, je mets le lien en dessous. Vous y trouverez en plus des informations qui pourront vous paraître utiles sur toute une série de questions. Chers amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.